France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. On va parler de votre boulot maintenant avec notre avocat droit du travail et toutes vos questions au 01 42 30 10 10. Nos spécialistes vous répondent tous les matins gratuitement sur France Bleu Paris. Profitez-en. Vous avez peut-être envie de négocier une rupture conventionnelle. Vous avez besoin de conseils justement. Vous avez un arrêt de travail, arrêt maladie. Vous souffrez de harcèlement. Vous avez des questions sur une mutation, sur les différents congés, sur vos horaires qu'on va peut-être changer. 01 42 30 10 10 pour répondre à vos questions. Maître Marie-Constance Ducot-Edic. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate et vous exercez en droit du travail. Vous êtes membre de AGN Avocats dans le 9e à Paris. Plus de 400 000 ruptures conventionnelles sont enregistrées chaque année en France. Quel est le conseil que vous pourriez donner pour réussir sa rupture conventionnelle ? Alors effectivement, de très très nombreuses ruptures conventionnelles sont conclues chaque année. Alors une des principales raisons de ce succès, c'est bien évidemment qu'elles permettent aux salariés de bénéficier de l'assurance chômage. Et contrairement à la démission, Emmanuel Macron en avait parlé d'ailleurs, peut-être de pouvoir toucher le chômage même si on démissionnait. On en est où de cette proposition du président ? Alors effectivement, ça a été prévu dans une loi qui a été promulguée il y a quelques semaines maintenant. On attend toujours les décrets d'application de cette loi, donc elle n'est pas encore concrètement applicable. Cependant, il s'agira absolument pas pour les salariés de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage dans n'importe quel cas de démission. Ce sera extrêmement restreint. Il faudra au préalable que le projet futur du salarié démissionnaire soit validé au préalable par une commission paritaire. Il faudra que ce soit un projet sérieux de création et reprise d'entreprise notamment. Donc pour l'instant, la rupture conventionnelle reste de mise. Exactement. Vos conseils, maître ? Mes conseils, alors pour réussir une rupture conventionnelle, il faut bien évidemment qu'elle soit préparée au préalable. Il faut bien évidemment pas qu'elle soit acceptée par le salarié à la demande d'un employeur sur un simple coup de tête. Il faut bien entendu anticiper la situation financière à l'issue de la rupture conventionnelle, parce que bon, si le salarié bénéficie de l'assurance chômage, il ne bénéficiera évidemment pas de sa rémunération qu'il avait au préalable dans le cadre de son contrat de travail. Important aussi de prévoir durée prévisible du chômage, éventuellement anticiper les besoins que le salarié aurait d'avoir une indemnité complémentaire dans le cadre de la rupture conventionnelle, puisque la rupture conventionnelle permet d'obtenir et de négocier avec l'employeur une indemnité au-delà du minimum prévu par la loi. Est-ce qu'on arrive encore à négocier aujourd'hui, parce qu'on sait que le plafonnement des indemnités prud'homales peut être un frein à cette négociation, maître ? Alors oui, ça peut être un frein. Alors il faut bien distinguer deux choses, parce que normalement, le plafonnement des indemnités prud'homales et les indemnités de rupture conventionnelle ne sont pas liés, puisque le plafonnement des indemnités prud'homales s'applique lorsqu'un salarié, à la suite d'un licenciement, saisit le Conseil des prud'hommes parce qu'il estime que son licenciement était injustifié. Et effectivement, si le Conseil des prud'hommes considère que le licenciement était effectivement injustifié, il y aura un plafonnement des dommages et intérêts. Donc les employeurs craignent moins les prud'hommes et sont peut-être moins enclins à négocier. Effectivement, ou à négocier, ou en tout cas peut-être seront peut-être plus enclins à licencier, même s'ils savent que le motif de licenciement est peut-être moins solide. Après ça, il s'agit d'un simple plafonnement des indemnités, des dommages et intérêts dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne s'agit pas d'éventuels rappels de salaire qui peuvent faire l'objet d'autres demandes. Alors venez poser vos questions, que ce soit en matière justement de rupture conventionnelle, ou si vous avez une question, si vous souffrez peut-être d'un écart de salaire entre hommes et femmes, puisque les chiffres sont sortis vendredi avec de nouvelles obligations pour les entreprises, et que l'écart de salaire moyen entre un homme et une femme à compétence égale est quand même encore en France de 9%. Marlène arrive sur France Bleu Paris depuis le 15e arrondissement. Bonjour Marlène. Bonjour. Ça souffle ce matin dans le 15e aussi. Ah oui, depuis hier soir. Exact. Marlène, vous avez une question à notre avocat ? Oui, je disais que mon frère a été opéré, il a eu 1 mois de congé de maladie, et au début de la 2e semaine, son chef direct l'a appelé pour lui dire qu'il ne sera pas repris. Il est chauffeur-livreur. Donc il était en quel contrat ? CDD, CDI ? CDI, enfin ça fait longtemps qu'il travaille, là, il n'y a pas... Oui. Donc on lui annonce son licenciement alors qu'il est en arrêt de travail, c'est ça Marlène ? Voilà, on lui a pas dit qu'il fallait se laisser, mais on lui dit qu'il ne sera pas repris parce qu'il n'y a pas de poste adapté. Et il a vu son médecin au bout de mois, et ce médecin l'a prolongé jusqu'au 24. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est une bonne question, effectivement, Marlène. Maître Marie-Constance Ducot-Edic, est-ce qu'on peut être licencié alors qu'on est en arrêt maladie ? Alors, la question, c'est plutôt savoir, du coup, à la suite de son arrêt maladie, s'il peut toujours, ce salarié, exercer l'emploi qu'il occupait précédemment. Si c'est le cas, bien évidemment, à votre retour d'arrêt maladie, votre employeur doit conserver votre poste et doit
devez bien entendu vous reprendre votre poste. Donc toute la question est de savoir quelles sont les recommandations du médecin du travail qui lui a permis du coup de reprendre son travail. Donc si on n'est plus apte à exercer notre métier, on est donc licencié pour cette raison ? Non, pas forcément immédiatement. L'employeur a une obligation de reclassement, de chercher des postes qui sont compatibles avec les recommandations du médecin du travail en fonction des qualifications du salarié. L'employeur a une obligation aussi qui va plus loin, c'est que l'employeur a même l'obligation, des obligations de réadaptation et éventuellement de mettre en place des formations de façon à ce que le salarié puisse retrouver un poste dans la mesure du possible, et des formations évidemment qui soient relativement raisonnables. S'il s'agit d'apprendre une autre langue, enfin voilà, des choses très compliquées, évidemment il va y avoir une limite, mais bien évidemment l'employeur a obligation de tout mettre en œuvre pour retrouver un poste compatible pour le salarié. Est-ce que ça a été le cas, Marlène ? Est-ce que l'employeur a essayé de lui trouver un poste qui convenait ? Il est encore arrêté, donc on lui a. Son patron l'a appelé. Moi, je lui ai dit que normalement il faut qu'il soit signifié par courrier. On peut pas lui dire ça comme ça au téléphone. Oui, au-delà de ça, il y a toute une procédure quand même à mettre en place de recherche de postes de reclassement. Il ne s'agit pas du jour au lendemain d'indiquer au salarié que on est désolé, mais qu'en fait il n'y a pas de poste pour lui. Voilà. Quel est votre conseil pour le frère de Marlène, maître, aujourd'hui ? Alors éventuellement, peut-être s'il y a des représentants du personnel, peut-être les en informer, en tout cas rédiger peut-être un courrier aussi un petit peu officiel à l'employeur en lui indiquant qu'il est prêt du coup à s'adapter et à essayer de lui demander où en sont concrètement le reclassement. Merci Marlène pour votre confiance et bon courage à vous et à votre frère. Notre avocat droit du travail ce matin vous répond au 01 42 30 10 10 pour avoir les conseils de maître Marie-Constance du Coédic. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes donc à Villeparisis, Charlotte. Vous vous posez des questions sur les changements d'horaire. Est-ce qu'un patron a le droit de changer vos horaires, c'est ça, Charlotte ? Non, c'est pas dans cet objectif-là. En fait, moi, je suis cadre forfait jour. D'accord. Et l'entreprise prévoit une obligation de présence au sein de l'entreprise, donc entre 9h30 et 16h15. D'accord. Dans le sens où je suis cadre au forfait jour, où il m'arrive des fois de quitter l'entreprise vers 22h, j'estime que, dans le sens où je suis au forfait jour, je suis pas dans l'obligation d'arriver à 9h30, mais je peux arriver peut-être un petit peu 9h45, 9h50, voilà. Et parce qu'on peut être réflexion quand j'arrive le matin après 9h30, mais pas félicitations quand je pars le soir après 20h. Est-ce que c'est une obligation de respecter les obligations de présence dans l'entreprise, à savoir qu'il y a une obligation de présence pour l'ensemble des salariés. Après, je ne sais pas si c'est ceux qui sont forfaits jour ou salariés n'importe qui, entre 9h30 et 16h15. Donc vous allez maintenant partir à 16h15, Charlotte, en disant au revoir à tout le monde. Ils vont faire une tête peut-être bizarre. Maître, mais je ne peux pas parce qu'il y a toujours une activité à faire. Et oui, c'est toujours le problème. C'est vrai que c'est très français, ça, maître, de faire beaucoup d'heures. Oui, tout à fait. On est très bien vu quand on fait beaucoup d'heures, on est très mal vu quand on fait juste 16 heures ou quand on arrive un peu en retard ou qu'on part trop tôt l'après-midi. Que pouvez-vous répondre à Charlotte d'un point de vue légal sur les horaires ? Alors Charlotte, effectivement, vous avez tout à fait raison. À partir du moment où vous êtes salarié cadre autonome au forfait jour, effectivement, l'employeur peut vous demander de travailler plus de 35 heures parce que vous êtes autonome et il faut juste que vous avez des objectifs en termes de travail à faire, mais pas d'heures. D'accord. À partir du moment où, de toutes les façons, vous pouvez effectivement partir plus tard, jusqu'à 22h, même si ce n'est pas souhaitable évidemment, on ne peut pas vous reprocher d'arriver également plus tard. À partir du moment où votre travail est fait, vous avez besoin peut-être d'être à l'extérieur, d'avoir d'autres contraintes, vous n'êtes pas soumis à un horaire collectif de travail. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cadre est plus payé à la tâche qu'à l'heure, qu'aux horaires ? Alors, il faut que ce soit un cadre qui ait un certain niveau d'autonomie. Il y a aussi une contrepartie en termes de rémunération. C'est-à-dire que pour pouvoir être un cadre au forfait jour, il faut qu'un certain niveau de rémunération soit respecté par l'employeur. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et le minimum de rémunération, en fait, dépend de la convention collective qui s'applique dans l'entreprise. Donc votre réponse, si j'ai bien compris aujourd'hui, maître, c'est que Charlotte peut très bien arriver à 10h si elle le souhaite, tant qu'elle a fait en principe, son travail et surtout si elle reste plus tard le soir. Tout à fait. Charlotte, vous avez votre réponse. Que se passe-t-il si il procède à un licenciement parce que j'arrive tard ? Alors là, votre employeur aura un sérieux problème.
Dans ce cas-là, il convient bien évidemment d'essayer de négocier avec lui ou bien de saisir le conseil de prud'homme pour faire constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Mais attendez Charlotte, on vous fait une remarque orale le matin quand vous arrivez un peu tard, on ne vous envoie pas un mail quand même. Non, c'est une remarque orale. Cependant, elle l'a bien noté dans mon entretien annuel. Ah, d'accord, quand même. Bon, il faudrait peut-être rappeler à votre employeur les règles du forfait jour. C'est ce que j'essaie de faire, mais visiblement ça rentre pas. C'est un autre sujet. Bon courage, en tout cas Charlotte, vous êtes dans votre beaucoup. Bon droit. Bonne journée à Villeparisis. Joël est donc avec nous depuis Paris, le 10e arrondissement. Bonjour Joël. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. On écoute votre question Joël. Oui, moi je téléphone pour mon fils qui se trouve actuellement dans une situation professionnelle un petit peu délicate et il me disait l'autre jour envisager une rupture conventionnelle. Mais on parle de ça sans savoir exactement ce que c'est. Comment on procède. Alors, mettre peut-être un petit mot sur la rupture conventionnelle, expliquer ce que c'est. Alors la rupture conventionnelle, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Tout simplement, le salarié et l'employeur se mettent d'accord pour rompre le contrat de travail. C'est à l'initiative de l'un ou de l'autre d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Il y a une procédure à suivre qui est relativement simple et en quelques semaines, le contrat de travail est rompu. L'employeur doit verser au salarié une indemnité qui est au moins égale à l'indemnité qu'il aurait eu en cas de licenciement. Du coup qui est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise notamment. Et le salarié peut bénéficier de l'assurance chômage. Donc finalement, c'est pour ça qu'il y a que ça arrange tout le monde. Après ça, tous les employeurs ne sont pas d'accord pour conclure des ruptures conventionnelles parce que déjà les employeurs ne veulent pas forcément se séparer de leurs salariés, ne veulent pas créer de précédent dans l'entreprise et surtout parce que pour l'employeur, ça a un coût. Il faut payer aux salariés le montant de l'indemnité de licenciement qu'il aurait reçu. Donc dans ces cas-là, l'employeur préférerait une démission en fait de son salarié. Exactement, tout à fait. Donc on ne peut pas forcer un employeur à conclure une rupture conventionnelle. Alors ensuite, il y a bien évidemment des leviers de négociation. Si la relation de travail est vraiment compliquée, s'il y a des problèmes à droite ou à gauche en termes de rappel d'heures supplémentaires ou plein d'autres choses, l'employeur peut comprendre qu'il a évidemment intérêt peut-être à accepter une rupture conventionnelle. Donc je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question de Joël, mais dans tous les cas, bien évidemment, d'ailleurs, en premier lieu, faire les démarches auprès de son employeur, du service des ressources humaines ou autre, pour tenter de négocier une rupture conventionnelle. Si vraiment le salarié n'arrive pas à négocier une rupture conventionnelle, éventuellement faire rentrer un avocat peut-être, des discussions entre avocats peuvent permettre de débloquer ce genre de situation. Ça peut réellement aider. En dernier lieu, si vraiment la relation de travail est devenue impossible pour le salarié et qu'il veut à tout prix quitter l'entreprise, mais qu'il ne peut pas le faire dans le cadre d'une démission, notamment d'un point de vue financier, il peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou faire une prise d'acte de la rupture au tort de l'employeur. Donc, qui sont des procédures qui impliquent de saisir le conseil des prud'hommes, mais qui permettent de constater que la rupture était imputable à l'employeur, mais permet également d'obtenir des indemnités de l'assurance chômage. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Joël? Ça vous fait quelques pistes, en tout cas, à explorer? Oui, et de toute façon, c'est à tenter. Exactement, vous avez tout à fait raison. On ne risque rien à tenter la négociation. Tout à fait. D'accord. Bon courage, Joël. Olivier est là. Bienvenue, Olivier. Bonjour. Bonjour, Olivier. Vous habitez Clichy. C'est bien ça. Alors vous êtes à temps partiel à la base, Olivier, mais dans les fêtes, c'est autre chose. C'est ça. Racontez-nous. Donc actuellement, je suis à temps partiel à 29 heures par semaine. D'accord. Et donc on est 18 techniciens. Donc je suis technicien en maintenance ascenseur. Je vais pas vous donner le nom de l'entreprise, on va pas faire de la pub gratuitement. Mais donc actuellement, chaque technicien, c'est plus de 200 heures supplémentaires. Avec les samedis et les dimanches. D'accord. Donc, c'est des heures supplémentaires. Et actuellement, on demande au patron de passer à 35 heures et il veut pas. Donc, aujourd'hui, on est tous à temps partiel, mais bon, à temps partiel, ce qui nous permet de pas avoir de RTT. Oui. Et les augmentations générales que tous les salariés ont, nous, on n'a pas la même augmentation générale parce qu'on est à temps partiel. Donc, mais vos heures supplémentaires sont mieux rémunérées, Olivier? Ouais, c'est ça, Ils sont majorés. Pour autant, vous préféreriez que ce soit intégré à votre contrat de travail et que vous soyez à 35 heures, c'est ça? Déjà, est-ce que l'entreprise
peut faire effectuer autant d'heures supplémentaires en étant à temps partiel. Maître Marie-Constance du Coédic, c'est intéressant ce que nous dit Olivier. Est-ce qu'un employeur a le droit de nous faire des heures supplémentaires ou est-ce qu'il y a un plafonnement? Alors là, en fait, on appelle ça, en l'occurrence, des heures complémentaires. Quand il s'agit d'heures supplémentaires pour un salarié à temps partiel, on appelle ça des heures complémentaires. Et oui, effectivement, pour répondre à votre question, il y a un plafond qui est prévu. Normalement, un employeur ne peut pas demander à son salarié d'effectuer des heures complémentaires qui représentent plus d'un tiers de la durée prévue dans le contrat de travail. Et s'il a des heures complémentaires tous les mois, est-ce qu'Olivier est en droit de demander un CDI à plein temps? Alors là, effectivement, évidemment, il pourrait tout à fait, ça semble tout à fait justifié parce qu'il ne s'agit plus en fait d'un temps partiel. En fait, il s'agit d'un temps presque d'un temps complet. Et on ne sait pas d'ailleurs très bien, je comprends pas très bien dans ce cas-là l'intérêt aussi qu'a l'employeur de payer des heures complémentaires parce qu'elles sont majorées ces heures. Donc je vois pas très bien l'intérêt à la fois pour l'employeur et pour le salarié de rester dans une telle situation. Que peut faire Olivier pour réclamer un CDI à temps plein? Alors déjà, toujours le principal conseil, c'est de discuter avec l'employeur. Je vois que ça a déjà été fait, que ça n'a pas fonctionné. S'il y a des représentants du personnel dans l'entreprise, peut-être essayer de faire en sorte qu'ils se saisissent de la question. Aller voir l'inspection du travail, pourquoi pas, ça peut être une solution. Encore une fois, dans des recours un peu plus extrêmes, on va dire, peut-être faire intervenir un avocat. Et le fait que l'ensemble aussi des salariés se saisissent de cette question, là l'employeur va être beaucoup plus embêté. Mais la demande d'Olivier est donc légitime. Et légalement, il est dans son droit. Tout à fait. Voilà, Olivier, vous avez vos réponses. L'intérêt de l'employeur, je la connais aujourd'hui, c'est pour éviter de créer des embauches. Parce que ces heures supplémentaires, on a fait le calcul, ce qui paraîtrait 2 ou 3 embauches supplémentaires. Donc voilà, donc c'est pour éviter d'embaucher ces heures supplémentaires, à mon avis. Maintenant, c'est pour ça que l'employeur garde ce contrat à temps partiel, pour éviter d'embaucher. D'accord. Des heures complémentaires, je pense, lui coûtent moins cher qu'une embauche. Oui, mais il pourrait déjà vous passer, vous, à temps complet, déjà, vous tous les salariés. Bah oui, mais bon, aujourd'hui, peut-être je comprends pas pour quelle raison il veut pas. En tout cas, notre avocat vous le dit, vous êtes dans votre bon droit, réclamez ce CDI à temps complet. D'accord. Vous êtes censé l'obtenir, maître. C'est ça que vous nous dites ce matin sur France Bleu Paris. Oui, en principe, surtout que je vois pas très bien l'intérêt de l'employeur dans cette situation. Bon courage, Olivier. Merci d'avoir fait appel à France Bleu Paris. On vous souhaite une belle journée à Clichy. À bientôt. En conclusion, peut-être, maître, revenir sur les différences de salaire homme-femme, puisque vendredi sont sortis les derniers chiffres. L'écart de salaire entre un homme et une femme à compétences égales est aujourd'hui toujours en moyenne de 9%. Donc parfois c'est beaucoup plus. Quelles sont les nouvelles obligations pour les employeurs aujourd'hui en matière d'égalité des salaires entre hommes et femmes? Alors là, on est en plein dans l'actualité parce que depuis le 1er mars, toutes les entreprises françaises de plus de 1000 salariés ont l'obligation de publier leurs performances justement en matière d'égalité hommes-femmes. Mais publier, ça veut pas dire parer à, justement. Alors concrètement, comment ça se passe? En fait, il s'agit d'une sorte d'auto-évaluation pour ces entreprises sur la base de critères qui sont prédéfinis et qui sont notés sur 100. Donc si l'entreprise a une note inférieure à 75 sur 100, elle va devoir améliorer la situation dans un délai de 3 ans. D'accord. Donc il y a quand même une obligation d'améliorer la situation. Exactement. Et ces entreprises vont être très suivies, très contrôlées et elles risquent des sanctions financières. Merci beaucoup, maître Marie-Constance du Coédic. Je rappelle que vous êtes avocate, que vous exercez en droit du travail et que vous êtes membre de HGN Avocats à Paris, dans le 9e arrondissement. Tout à fait. À très bientôt. France Bleu Paris.